Alors, voilà un petit peu comment les choses se composent, et peut-être que moi je commencerai à t'interroger sur comment as-tu construit ce sujet. Alors bon, tout le côté, on va laisser de côté peut-être l'aspect qui fait que c'est formellement important, parce que concrètement c'est effectivement une thèse. Je crois que la pratique justement de la pratique critique que tu as en amont de cette thèse fait que je dirais que ce n'est pas une thèse d'universitaire, c'est effectivement une thèse de quelqu'un qui a déjà publié par exemple ces 2 volumes d'essais. C'est une thèse de quelqu'un qui ne travaille pas dans l'isolement qu'on reproche quelquefois aux entreprises théoriques universitaires, mais qui se construit à partir en effet d'une pratique et d'une production discursive localisée. Comment du coup on passe est-ce que c'est une espèce d'imaginaire à la Foucault en quelque sorte qui t'amène là? Est-ce que pour toi c'est une espèce de suite, d'élargissement du travail déjà produit de critique d'art que ce travail de recherche-là? Donc peut-être en effet on peut expliquer comment j'ai procédé. Donc il se trouve que par ailleurs dans mon parcours personnel, j'ai fait des études de philosophie d'abord, et je me suis mis à écrire donc de la critique d'art essentiellement sur l'art contemporain. Et en lisant les textes des théoriciens donc qui étaient historiens d'art ou théoriciens au sens large, c'est-à-dire des philosophes qui faisaient de la critique d'art ou qui avaient recours à certains éléments de la critique d'art, ou inversement des critiques d'art qui se servaient de certains éléments de la philosophie ou de la linguistique ou de la psychanalyse, il est apparu en effet qu'en lisant ces textes, si on prend par exemple Hubert Damisch ou même des gens plus récents comme Georges Huberman, Victor Stoichita, travaillé plutôt sur le XVIIe siècle par exemple, le XVIe, enfin beaucoup d'historiens ou théoriciens de l'art au sens très large avaient recours à ces éléments qui étaient des éléments théoriques, qui n'appartenaient pas véritablement à l'histoire de l'art, qui s'est constituée d'une certaine manière au moment où bien sûr est née la critique moderne du XVIIIe siècle, mais disons que les éléments théoriques sont arrivés beaucoup plus tard et déclarés comme tels. Et c'est en lisant ces textes, je me suis dit quand même c'est étrange que tous ces éléments sont utilisés, et allons voir de plus près, voyons si vraiment tout ça apporte quelque chose à la critique, apporte quelque chose aux théories de l'art, parce que là, bon, pour préciser, Christophe l'a effleuré, je ne me suis pas du tout intéressé dans ce travail aux applications de la sémiotique, par exemple, ou de la psychanalyse, parce que là, il y a énormément de textes. Donc je ne me suis pas du tout intéressé à savoir si telle lecture sémiotique fonctionnait dans tel tableau, ou si telle lecture psychanalytique fonctionnait dans un roman ou dans une sculpture. Donc ce n'est pas du tout les applications qui m'ont ici retenu, ce sont vraiment ce que ça a changé dans la théorie, c'est dans les épistémologies en quelque sorte, des connaissances et des savoirs de l'art, c'est-à-dire de critique d'art, histoire de l'art et essentiellement esthétique bien sûr. Donc c'est une thèse esthétique, ce n'est pas une thèse d'histoire de l'art, donc je parle peu finalement des applications directes sur des œuvres, mais plutôt de ces enjeux théoriques. Et évidemment, en lisant donc tous ces textes, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être voir plus loin que cela, et voir si en effet ces éléments, d'une part, ont des raisons d'être quand ils sont convoqués par les historiens d'art ou les critiques d'art, s'ils ont vraiment leur place dans l'histoire de l'art ou la critique d'art, par exemple, et si par ailleurs c'est pertinent, et si on apprend vraiment quelque chose. Donc à la fois il y avait une dimension de reconstruction historique, voir comment ça s'était passé dans l'histoire des idées, puisque là je m'en tiens essentiellement au XXe siècle, et puis voir si c'était en effet pertinent, et surtout le but de ce travail c'est de voir si la sémiotique, la psychanalyse et la phénoménologie, repris par les théoriciens de l'art, ont vraiment apporté des réponses, comme le défendent la plupart de ces auteurs, ont vraiment apporté des réponses à ce qui est la concurrente directe, c'est-à-dire l'esthétique, c'est-à-dire la philosophie de l'art, la philosophie esthétique. Alors c'était un peu cette idée-là qui était présente au départ, donc très grosso modo dans la façon dont j'ai procédé, j'ai pris cela de façon, disons, chronologique, en prenant vraiment les grands axes, les grands auteurs, les grandes théories qui vraiment étaient les plus influentes, parce que sinon c'était vraiment un travail énorme, puisqu'il s'agissait à la fois de parler de psychanalyse, de sémiotique, de phénoménologie, puis en même temps de voir quels étaient les liens entre ces sciences humaines ou ces théories, puisque certains auteurs, par exemple pour reprendre encore Hubert Damisch, utilisent aussi bien la sémiotique que la psychanalyse, que des théories phénoménologiques parfois, donc tout ça se mêle parfois chez certains auteurs. Et donc j'ai procédé de façon
chronologique, puisque les premiers textes, disons, qui sont sur l'art, qui sont extérieurs par rapport aux disciplines que j'ai choisies, ce sont les textes de psychanalyse, de Freud. Alors, autre point commun, dans les premiers textes sur les théories de l'art utilisés, ce ne sont pas du tout les historiens d'art ou les critiques eux-mêmes qui s'en sont d'abord servis, ce sont des gens extérieurs à ces champs, donc à l'histoire de l'art et la critique. Donc Freud est le premier à appliquer des textes de psychanalyse à l'art, repris ensuite par d'autres auteurs qui, eux, sont vraiment dans le champ de l'histoire de l'art ou de la critique. En sémiotique, donc Freud, c'est autour de 1905 essentiellement, et puis bon, 1914 avec le texte sur le Moïse, et puis bon, l'art de Vinci, bien sûr, mais grosso modo, c'est à partir de 1905. En sémiotique, l'un des tout premiers, c'est Roman Jakobson, donc linguiste qui est assez influent dans le structuralisme, et qui, justement, autour des années 20, s'est interrogé sur les liens qu'il peut y avoir entre la linguistique, plus exactement, et ensuite la sémiotique et les arts, puisqu'il a fait même quelques textes sur la peinture. Et puis en phénoménologie, donc les premiers textes de phénoménologie autour de la question de l'art, ce sont bien évidemment les textes, alors si on compte Husserl, qui a un tout petit peu écrit, c'est surtout évidemment Heidegger, en 1935, avec le texte bien connu sur l'origine de l'œuvre d'art, où il parle du fameux tableau de Van Gogh. Donc c'est un peu cette dimension, disons, historique. Donc il y a une partie de reconstruction historique, de voir comment tout cela s'est passé, et puis en prenant ces grands axes, de voir en effet si ça a été pertinent pour ces théories. Alors évidemment, il y a une dimension purement, disons, historique que je ne peux pas nier. Évidemment, il y a une influence considérable et qui perdure, qui continue même encore aujourd'hui. Par exemple, aux États-Unis, il y a énormément de textes en psychanalyse et en art, beaucoup plus que la phénoménologie ou la sémiotique. La psychanalyse est fortement dominante dans les milieux psychanalytiques, mais aussi dans les universités. Donc là, alors par rapport au champ aussi, disons géographique, c'est essentiellement donc la langue anglaise, donc États-Unis, Angleterre, l'Europe, donc la langue allemande ou italienne. Je me suis intéressé aussi à quelques, disons, domaines qui ont lancé cela. Donc la sémiotique, évidemment, en France, c'était parfait. La psychanalyse aussi, enfin ça tombait assez bien aussi. C'est-à-dire que beaucoup de choses se sont passées grâce au structuralisme. Si on compte très largement des années 50 aux années 80-90, se sont passés en France, se sont déroulés en France, y compris des gens qui y sont passés. Donc c'est une ère à la fois, disons, historiquement circonscrite, géographiquement, et puis vraiment sur des problèmes très précis, qu'il ne s'agit pas de faire un tableau de tout ce qui s'est passé, c'est pas une histoire de ces relations, c'est vraiment du point de vue esthétique, parce que c'est ça en fait ce qui m'intéressait, c'est de savoir si oui ou non ces théories ont vraiment apporté quelque chose à l'esthétique, tout simplement. En fait. Et c'est d'identifier d'une certaine manière des registres argumentaires et des arguments. Alors oui, alors évidemment, il fallait... donc d'une certaine manière, je voyais tout du point de vue déformant ou non, c'est au lecteur d'en juger, je voyais tout du point de vue de l'esthétique, c'est-à-dire aussi bien dans la psychanalyse que la sémiotique, que la phénoménologie, je voyais ça à chaque fois du point de vue extérieur de l'esthéticien, qui s'intéresse en effet à ces domaines et qui essaie de voir si oui ou non ces éléments-là sont intéressants, sont pertinents, puisqu'on retrouve parfois les mêmes questions. Alors les questions que l'on retrouve, c'est éventuellement, essentiellement d'ailleurs la question de la compréhension et de l'interprétation des œuvres, évidemment qu'on retrouve dans tous les cas, psychanalyse, sémiotique, phénoménologie. Chaque théorie va essayer d'expliquer ce qu'elle entend par comprendre une œuvre d'art ou l'interpréter. Évidemment, chacun a sa réponse. En psychanalyse, évidemment, on n'aura pas du tout la même compréhension, interprétation, étant donné le modèle dont on est parti, donc le modèle de la conscience. Donc c'est un peu aussi ces domaines-là. Et ce qui était très difficile, c'est en fait de sérier les questions. Et ça a été assez plus facile que je ne le pensais d'une certaine manière, parce que finalement, ces questions-là revenaient, et plusieurs éléments reviennent dans chaque domaine, bien que ça soit différent. Bon, par exemple, la question de la compréhension et l'interprétation, et la question qui se pose de façon très différente dans les trois cas, qui est par exemple la question de la vérité, hein, la vérité de l'inconscient, ou la vérité de l'être, phénoménologie, etc. Donc il y avait des points qui étaient communs, avec des réponses très divergentes, mais parfois qui se mélangent énormément. Autour de l'idée d'expérience.